La Libye acculée à la réconciliation, mais comment opérer au sein d'un pays en proie à l'insécurité et le manque de cohésion entre les deux parties majeures de la contrée? L'envoyé spécial onusien Bathily, lui, y croit, pourtant que l'année 2023 sera celle de la paix. Dans votre actualité africaine également, le Front du Polisario et son 16e congrès au menu, pillage de ressources et la sensibilisation sur la question des droits de l'homme, éclairage en début d'édition. Et puis on convoquera l'histoire avec cette figure essentielle de la lutte pour la souveraineté panafricaniste, le président togolais Sylvanus Olympio assassiné 3 ans après sa montée au pouvoir, une des premières victimes de ce que l'on nomme la France-Afrique. Un sujet, c'est notre premier titre du jour avec le 16e congrès du Front du Polisario. Plus de 3000 délégués et quelques 400 invités se sont donné rendez-vous sur une période de 5 jours à 175 km au sud de Tindouf, dans le camp de réfugiés de Dakhla. Caractéristique de la zone, une teneur en phosphate importante et aux eaux poissonneuses avantageuses, raison pour lesquelles aussi elle prend une place non des moindres au cœur d'un conflit. Justement, les questions des pillages de la zone est mise en avant pour alerter la communauté internationale avec la question des droits de l'homme. L'autre sujet de la rencontre, le chef du Polisario, Brahim Rali, 73 ans, assuré d'être réélu au sein d'un congrès qui devrait se conclure mardi. Compte rendu signé Neilat Hamouda. Plus de 2000 délégués et 300 personnalités étrangères d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe et d'Asie y prennent part au 16e congrès du Front Polisario dans le camp sahraoui de Dakhla, un événement qui marque l'entrée de la lutte armée du peuple sahraoui. Cette reprise de la lutte armée se traduit par une position populaire nationale sahraoui globale, rejetant l'occupation illégale. La jeunesse sahraoui demeure au centre des plans, des politiques et des programmes de la direction sahraoui, et ce, dans le contexte de l'orientation stratégique adoptée par le Front Polisario, combinant entre la libération et la construction et axant d'abord sur l'homme en tant que principal élément dans la bataille décisive. Dans ce sillage, le secrétariat du Front Polisario a averti la communauté internationale que la persistance de l'État marocain d'occupation dans sa politique d'intransigeance et sa tentative d'imposer un fait accompli fait peser une grave menace sur la paix et la sécurité dans la région. Il a appelé à une action internationale pour accélérer la fin de l'état d'agression et d'occupation flagrante du territoire et la libération de tous les prisonniers sahraouis civils. Ce 16e congrès s'est d'ailleurs donné pour slogan l'escalade de la lutte pour le retrait de l'occupant et pour la souveraineté totale. Le Front Polisario réaffirme sa ferme position de rejeter toute tentative ou autre approche visant à confisquer le droit inaliénable et non négociable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance nationale. Parlons de la Libye à présent, ou comment sortir de l'ambroglio politique dans lequel est pris notre proche voisin. Depuis quelque temps, les événements s'enchaînent, mais rarement pour le meilleur, il faut le dire. Or, les initiatives ne manquent pas en vue d'une solution qui rimerait avec des élections politiques dans les plus brefs délais. Avant d'en arriver là, le défi étant la consolidation d'une base constitutionnelle, plus facile à dire qu'à faire, entre problèmes sécuritaires sur le terrain, rivalité entre frères ennemis, des pans entiers du territoire non administré. Abdoulaye Bathily, l'envoyé spécial onusien, lui est optimiste, néanmoins pour l'année 2023. Les autres explications, c'est avec Souad Ben Batouche. Les événements s'accélèrent en Libye et semblent être annonciateurs de nouvelles encourageantes pour le règlement de la crise. Le comité militaire 5+5 se réunit à Sirte sous l'égide de l'ONU. Le comité en question a évoqué il y a quelques mois déjà l'option de l'unification des deux armées de l'Est et de l'Ouest. Les deux parties ont aussi réitéré leur attachement à la préservation du cessez-le-feu conclu en octobre 2020. Tous les chemins semblent actuellement mener aux élections, notamment après l'accord conclu la semaine dernière au Caire entre les présidents du Parlement, Aguila Salah
et du Conseil d'État, Khaled El-Meshri, sur l'élaboration d'une feuille de route sur une base constitutionnelle pour aller vers des élections. D'ailleurs, le Haut Conseil tient ce lundi une réunion pour débattre, pour ensuite procéder au vote du projet constitué de plus de 60 articles. Le Parlement a quant à lui convoqué une session la semaine prochaine. À l'ouest, les choses bougent également. Le forum préparatoire du sommet de la réconciliation nationale, prévu en mars prochain, n'a pas manqué ses objectifs. Les propositions sont quasi unanimes. Aller vers des élections reste la seule solution en Libye. Toutes ces actions interviennent au moment où Washington a dépêché il y a 72 heures le directeur de la CIA dans le pays. William Burns a rencontré à Tripoli Abdelhamid Dbeiba. Des médias locaux ont aussi évoqué une rencontre à l'est de Benghazi entre le chef de l'agence de renseignement américaine et Khalifa Haftar, le même Haftar reçu par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ce dimanche au Caire. Tout un balai diplomatique accompagné d'annonces optimistes ne peut laisser que présager la fin de la crise dans les meilleurs délais et le retour d'une stabilité durable en Libye. Au Mali, on a tenu à marquer le coup dans les rues de Bamako et sur l'ensemble du territoire avec une journée chômée et payée, la journée de la souveraineté retrouvée, instituée par le président de la transition Assimi Goïta, censée exalter le souvenir de la grande mobilisation du 14 janvier de l'année dernière contre les sanctions économiques et financières de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. On écoute à ce sujet le journaliste Massiri Diop, l'invité par notre consoeur Rim Boukhari. Le message qui était délivré à travers cette mobilisation, c'est justement de montrer que malgré la situation, que le peuple malien est résilient, malgré les nombreux défis, que le peuple malien se tient toujours debout et est prêt à répondre. C'est vrai que tout n'est pas rose, tout n'est pas rose, ça il faut insister là-dessus, mais déjà cette mobilisation permet déjà de montrer que le peuple malien, comme un seul homme, peut se dresser contre l'adversité et contre ce qu'il estime être comme une injustice à son égard. Dernier titre du jour pour évoquer l'histoire du Togo et surtout d'une grande figure du panafricanisme. In memoriam, Sylvanus Olympio, président du Togo assassiné un 13 janvier 1963. L'homme à la vision clairvoyante, surtout en ce qui concerne la sortie de son pays du franc CFA. Un récit signé Mohamed Amin Abarkan. Figures emblématiques de la lutte de l'indépendance de son pays, le Togo, porté au poste suprême naturellement sans aucun adversaire en face, Sylvanus Olympio sera tué moins de 3 ans dans des conditions étranges après son élection à la présidentielle. Les conditions de sa disparition demeurent toujours obscures. Les archives nationales togolaises ne gardent pas grand-chose du drame de la nuit du 12 au 13 janvier 1963, comme le rapport d'autopsie par exemple. Une demande des parents du leader panafricaniste a été avancée aux archives nationales françaises. Beaucoup de documents sont sortis à la lumière du jour, mais visiblement pas assez pour lever le voile des commanditaires et des raisons de la disparition de celui que Jacques Foccart, Monsieur France-Afrique de Gaulle, vouait aux gémonies. Les chercheurs et autres enquêteurs ont pourtant avancé des hypothèses en partant tout simplement de la politique clairvoyante, surtout en matière économique de Olympio. On retiendra surtout que très vite, une fois au pouvoir, il prendra ses distances avec la France pour se rapprocher des pays anglo-saxons. Des gestes autonomistes dont sa volonté de rompre avec le franc et d'adopter une monnaie nationale suscite en plus l'inquiétude de la France jusqu'à ce 12 janvier 1963 où des soldats démobilisés rentrent chez le président avec l'intention de l'arrêter. Face à des soldats au seuil de sa maison devenus des assaillants, Olympio arrive à fuir par une fenêtre dérobée du rez-de-chaussée et se réfugie à l'ambassade américaine, mais il est repéré par des militaires qui l'assassinent le lendemain sous une information d'un canal inconnu. Plus tard, le sous-officier Eyadema Nassingbe revendiquera l'assassinat devant des journalistes, mais celui qui deviendra président du Togo et porté par la France reviendra sur cette déclaration dans un livre en 1992 intitulé « Ce que je sais du Togo ». Un mystère entoure toutefois l'auteur de ce meurtre, ainsi que la responsabilité de la France dans cet événement. Néanmoins, la trace de la France-Afrique survole cet assassinat avec la main du commandant de la gendarmerie togolaise, Georges Métrier, surtout agent de Jacques Foccart à Lomé, après avoir exercé un autre précaré français, le Cameroun. Après l'assassinat d'Olympio,
ont fait revenir Nicolas Grunitzky, candidat de la France, qui était en exil. Il revient au pays et accède à la présidence. Ce premier renversement par la force d'un chef d'État des nouveaux pays africains suscite toutefois du ressentiment à l'extérieur. Bien que le nouveau régime soit éventuellement reconnu, Grunitzky sera à son tour renversé par Eyadema Gnassingbé en 1967. Aujourd'hui, le spectre de la disparition du leader togolais hante encore les mémoires de tout un peuple malgré 6 décennies passées. La justice et la transparence conditionnant uniquement de penser les blessures et faire le deuil, à condition que les archivistes qui se situent en Europe collaborent avec les autorités actuelles du Togo. Voilà, ce sera tout pour votre rendez-vous avec le continent africain du jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain en vous souhaitant une agréable soirée.